Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et horreur nous dit-on, avec Arbre qui est le deuxième des 5 contes du Soleil Noir d'Alex Gester. Alex Gester avait été remarqué en son temps pour l'enthousiasme Tourville et il doit faire paraître dans l'année au Diable Vauvert 5 contes du Soleil Noir. En fait, je suis un peu à la bourre là, puisque je vais vous causer aujourd'hui du deuxième Arbre, alors que le troisième Invisible est déjà paru depuis quelque temps et je vous en causerai un de ces jours. Mais 5, en fouinant ça et là, notamment dans des interviews sur le mode l'art, cochon ou les deux à la fois, qui me dissuadent allègrement de me montrer catégorique, l'auteur disait en avoir une trentaine en tête. Bon. Crash, le premier de ces contes du Soleil Noir, m'avait bien botté. Un court texte pas nécessairement d'une originalité foudroyante, mais bien conçu, sonnant juste et porté par une plume fluide autant qu'expressive, mais tout de même davantage dans la retenue par rapport à Tourville. Le résultat était donc plus que satisfaisant et m'avait bien donné envie de poursuivre avec Arbre. Ceci étant, nous sommes en présence d'un tout autre bouquin. Arbre est très différent de Crash, même si les points communs, ou disons plutôt les points de liaison, voire les interfaces, ne manquent pas. Sans doute est-ce surtout parce que, délire conspirationniste mis à part, de Geek, notre hôte, et de ses potes adeptes du data mining dans les tréfonds sordides du web, ou plutôt se voyant accorder un autre statut, le récit double d'Arbre se situe à une échelle moins intime que celui de Crash, évoquant au moins par la bande un macrocosme éventuellement mystique, et en tant que tel censément chargé de sens. Un sens que l'on pouvait sans doute dériver de l'expérience de Malika dans Crash, mais non sans incertitude, car sans que le texte appuie sur cette dimension. Arbre se montre plus explicite à cet égard, ce qui ne le rend pas forcément plus limpide pour autant, loin de là. Cela tient sans doute à la dimension ouvertement mystique du récit, ou formellement en tout cas, qui pour le coup confère une résonance particulière à ce soleil noir, emblème et obsession des sages et des fous, comme une menace soudaine de complet renversement du monde et d'apocalypse au sens fondamental d'éveil à une autre réalité. Cependant, le soleil noir n'est ici pas seulement un symbole, il devient, ou le montre davantage par rapport à Crash, une source très concrète de pouvoir, un creuset alchimique dont on peut faire usage pour agir sur le monde. Il demeure un objet de fantasme pour Geek et ses copains geeks, qui le traquent comme un caméo de star dans toutes les séries TV du monde, ou d'un Hitchcock dans toute sa filmographie, ce qui était après tout le cas de Malika dans Crash. Mais il est aussi bien plus que ça, et peut-être d'autant plus à mesure que nos cyberdétectives en prennent conscience. Le premier de ces enquêteurs mystiques du web demeure Geek lui-même. Le bonhomme, plus familier que jamais, au point où c'en est désagréable, est comme dans Crash notre conteur et notre MC. Il est essentiellement non fiable et manipulateur. Autant dire qu'il sait raconter des histoires, et Alex Gester derrière lui. Ou plutôt des dossiers, comme il nous présente les choses. Crash était un dossier, Arbre en est un autre, et tellement autre qu'il autorise ou justifie une approche narrative distincte sur la base d'une double trame. Les deux branches du récit ne sont pour autant pas strictement parallèles, mais plutôt destinées à s'illustrer l'une l'autre, ou à s'éclairer. Seulement voilà, c'est le genre d'éclairage qui assombrit en fait le propos, mais avec un soleil noir en guise de projecteur, ça a une certaine logique, j'imagine. Arbre, comme Crash avant lui, n'est certes pas épargné par une quatrième de couverture, alignant les références prestigieuses comme autant de petits soldats dont faire usage pour exprimer une horreur moderne, une horreur, je cite, d'aujourd'hui, matérielle, sociale, morale, une horreur de fin de civilisation. On retrouve en fait le tiercé gagnant, Stephen King, Clive Barker, David Cronenberg, mais plus Alan Moore. Cela ne fait pas beaucoup plus sens que dans Crash, pour lequel on pouvait éventuellement dégager un peu du roi, comme de celui que Martin Scorsese décrivait en fin de compte comme une sorte de gynécologue de Beverly Hills, ce qui renvoyait bel et bien malgré tout, admettons, à Ballard et à son génialissime Crash, mais de manière éventuellement un peu hardie. Cette fois, de ces trois maîtres de l'horreur, je suppose que c'est ici Clive Barker qui s'avère le plus pertinent, avec une forme de conspirationnisme plus ou moins latent, d'essence éventuellement mystico-magique, oui, même si sur un mode plus matériel, cela pourrait tout autant renvoyer à un autre chef-d'œuvre de l'horreur littéraire, même un brin sulfureux, L'échiquier du mal de Dan Simmons. Du moins j'en ai l'impression. Mais avec une confession à vous faire, si je suis certain d'avoir aimé Arbre, je suis presque aussi certain de n'y avoir rien pané, ce qui ne me facilite pas exactement la tâche pour rédiger ce compte-rendu, et même, promis, en y ayant réfléchi tout d'abord. C'est fou, ça. Mais voyez l'adresse de ce blog, hein. Deux trames, donc.
liés mais pas vraiment parallèles, si leur alternance sous cette forme fait sens d'une certaine manière, enfin je suppose, ce qui ne la rend pas moins déconcertante. Commençons avec la dimension la plus frontale et directe sur le plan narratif comme sur le plan stylistique. En premier contrepoint des banlieues françaises grisâtres de Crash, et n'oubliez pas que Geek pourrait bien se trouver dans un endroit du genre, une tour probablement, ou peut-être pas, nous nous rendons cette fois en Angleterre, à Londres et dans ses environs, auprès de la plus infecte des jeunesses dorées. Ceci via notre amie Janahan Patel, au cœur du dossier de Geek. Janahan est une jeune et brillante journaliste d'origine indienne et qui se délecte de son mode de vie trépidant au milieu des paillettes sordides, forcément. Fréquentant les fils d'eux et autres avatars du jeune grand bourgeois porté sur la décadence par atavisme vulgaire, autant que par idéalisation aristocratico-perverse, elle leur soutire entre deux rails de coke et trois partouzes, potins glauques et projets secrets de fusion et acquisition. Sous cet angle, j'imagine que, condition d'immigré ou presque mise à part, mais peut-être ne faut-il pas la mettre à part, elle a quelque chose d'une anti-Malika. Mais elle a quelque chose qui la rapproche de cette dernière. Elle est bénie, mais à sa manière, par le soleil noir. En fait, elle a le soleil noir dans la bouche, et quand ses filaments jaillissent, elle en tire un pouvoir de suggestion fort pratique dans sa profession. Ses interlocuteurs ne peuvent s'empêcher de répondre à ces questions, et il suffit d'un rire de la part de la charmante jeune femme pour qu'ils oublient absolument tout ce qui s'est passé. Vous avouerez que c'est pratique pour une journaliste. Janahan est compétente. Elle sait profiter de cet atout qu'elle ne semble pas le moins du monde questionner. C'est comme ça, point. Et elle est toute dévouée à sa tâche, finalement très amusante. Mais c'est bien le problème. Habituée à remporter la mise en 2 phrases, un sourire et un claquement de doigts moqueur, Janahan est bien trop confiante en elle. Et parce qu'elle ne s'interroge pas sur son pouvoir, elle passe à côté d'un point essentiel, qui est que d'autres peuvent en bénéficier, eux aussi. Tout particulièrement dans cette jeunesse dorée. Janahan verra donc son propre pouvoir se retourner contre elle, et entreapercevra pour son plus grand malheur la réalité de ces jeunes gens de la haute et de leurs désirs salaces. Des choses bien plus terribles que les gentils potins dont elle faisait la collection. Une tentation, et plus que ça, du crime sexuel scabreux qui réactualise les méfaits dantesques de Sealing dans le cadre grotesque et laid de la Society de Brian Usna. Mais ce n'est là qu'un versant d'arbre, et celui où, pour le coup, il n'y a pas d'arbre. L'arbre, on le trouve aux antipodes ou peu s'en faut, nouveau contrepoint aux banlieues grises, et pourtant dans un territoire très concret pour Janahan. L'Inde dont elle est originaire, celle de Bollywood, dont elle grignote les productions entre 2 enquêtes journalistiques, et celle de la mystique Adib de la mystique. Plus précisément, nous sommes dans le Gujarat, à l'ouest du sous-continent. Pas la plus riche des provinces à la base, alors quand les vaches de l'exploitation agricole, bizarrement appelées Dairy Marigold Hostel, se mettent à produire un lait imbuvable, forcément on se pose des questions, et on se fâche aussi. Par ailleurs, la région est un vivier de sages religieux, ici ainsi que là un brahmane, plus ou moins sage le cas échéant, baignant dans une cosmogonie sud-asiatique qui, pour le coup, me dépasse totalement. Confrontés à ce type de phénomènes étranges et à d'autres encore, ces personnages ne se livrent pas tant à une enquête journalistique à la manière de Janahan, mais plutôt à une relecture ésotérique du monde au prisme d'une tradition millénaire, mais d'autant plus diverse et complexe. Ceci dit, une part d'enquête demeure, mais sur un mode de voyage initiatique. C'est peut-être d'ailleurs, paradoxalement ou pas, ce qui me permet d'accrocher à cette trame mystique, au lexique spécifique et intimidant, car l'image de ce brahmane des dieux plein la tête se rendant à moto dans le désert pour appréhender la réalité de l'arbre ne manque pas de piquant. Mais oui, c'est donc ici que se trouve l'arbre, dont la couverture signée Pablo Melchor, comme les illustrations intérieures qui m'ont globalement beaucoup moins parlé que celles de Crash, même si j'en sauverais bien Ganesh à moto, bis, rend bien la dimension paradoxale, inversant racines et branches. L'arbre, extrait de la Bhagavad Gita, est une source du monde, comme un modèle primordial d'Yggdrasil. Au cœur du désert où il végète, si j'ose dire, seul, il voit défiler les soleils aux couleurs variées, dont celui que vous supposez, et communique d'une certaine manière avec les oiseaux, surtout des charognards. Dans pareil contexte apocalyptique, il ne saurait être davantage à propos. Ici, il me faut donc revenir sur mon navrant aveu. Ce livre, je n'y ai probablement rien compris, ou pas grand-chose, et en tout cas pas suffisamment. Ce à 2 titres. Tout d'abord, et sans surprise, la dimension mystique de la partie indienne du récit m'est largement incompréhensible, parce que mes connaissances en matière de théologie et ou de métaphysique hindoue, sikh, etc. avoisinent le néant,
et parce que de manière plus générale, le sentiment mystique me dépasse totalement, sans même parler de l'ésotérisme, etc. Je peux apprécier les résultats concrets du mysticisme, dans l'art notamment, mais le réflexe mystique me laisse au mieux perplexe. À peu près systématiquement, je me noie dans des phrases sentencieuses que je ne peux que trouver creuses, dans une pseudo-sagesse horriblement niaiseuse et d'autant plus eu égard à ses prétentions à la finesse, et dans un lexique dont la subtilité pinailleuse et le goût pour les majuscules me font l'effet d'être absurde. En fait, ça n'a pas tout à fait été le cas ici, mais du fait de la qualité du style d'Alex Jester. J'y reviens bientôt. Reste que ces doctes discussions des sages me passent par-dessus la tête, ici comme ailleurs. Allez, au hasard, dans le cycle de Dune de Frank Herbert. Pas la même chose, néanmoins un effet assez comparable. Et c'est fâcheux. N'ayant absolument rien pané à la moitié du bouquin au moins, on peut aisément en extrapoler mon incompréhension de cet arbre dans son ensemble. Et il est donc un autre point qui en témoigne, et peut-être plus gênant encore d'une certaine manière. C'est que je n'ai pas vraiment su faire le lien entre les deux parties de ce court roman. Je veux dire, autrement que de manière purement prosaïque. Le Kali Yuga de Bollywood repêché dans les tréfonds du web par Janahan aussi bien que par Geek, et du coup la chronologie manipulée, le nom de Patel qui revient sans que cela veuille dire forcément quoi que ce soit, éventuellement telle ou telle métaphore en forme de tissage global du monde, et quelques très vagues notions philosophiques touchant aux attributs de Kali, Shakti ou pas, mais probablement Shakti pour le coup, préservation, destruction, transformation, comme une autre expression de la dimension apocalyptique censément associée à ces contes du soleil noir, et ça aussi j'y reviendrai malgré tout. Au-delà, je sèche, et j'ai donc l'impression de passer à côté de l'essentiel. Par exemple, qu'en est-il de la métaphysique magico-conspirationniste de la bonne société de Londres torturant Janahan, cet archevêque ou anti-archevêque qui décrit les hommes comme autant de tomates dans un monde qui n'a jamais eu de sens? A-t-il un écho, ou plus probablement est-il un écho, des considérations mystiques de nos sages du Gujarat? Je ne sais pas. Il faut dire que Geek ne me facilite pas la tâche, et derrière lui Alex Jester. Geek assume, revendique même, l'hermétisme, dans tous les sens du terme, de ce deuxième dossier. Plus frontalement encore que dans Crash, il s'affiche en manipulateur, en narrateur essentiellement non fiable, prêt le cas échéant à tricher dans sa narration, ce qu'il fait ici sans l'ombre d'un doute en mêlant de la sorte les trames londoniennes et indiennes. Pour la beauté de l'art ou du geste, ou parce que, pour mille et une raisons, ça lui paraît plus pertinent et ou amusant, ce qui est bien la meilleure des raisons, je dois le reconnaître. Reste quand même un sentiment dont je ne parviens pas à me débarrasser. Une idée fausse peut-être, voire une bêtise sans nom, et le témoignage ultime de ce que je ne comprends rien à ce que je lis, quelque chose en tout cas qui me paraît dans la continuité de Crash, ou du moins de ma lecture de Crash plus humblement. Et c'est que je trouve tout ça passablement positif en fait. Or c'est un point qui ne me paraît pas vraiment ressortir, tant de l'argumentaire éditorial de C'est comme du soleil noir, que des chroniques ou interviews que j'ai pu parcourir ça et là sur le web. C'est d'autant plus troublant à mes yeux que, me concernant, c'est peut-être bien le point essentiel. C'est dire si je m'égare. On nous promet en effet des récits d'horreur et de fin de civilisation. Du soleil noir dérive la noirceur des situations ou des dossiers, si vous préférez. Je peux difficilement nier cette part d'horreur, cette noirceur basique, car elle est bien présente, mais à un niveau seulement du récit. En fait, celui de l'intime, et dans ces deux premiers titres, cela tient très concrètement aux situations terribles dans lesquelles se trouvent deux femmes, d'origine étrangère toutes deux, Malika en légumes ayant tout perdu dans un accident de voiture, Janahan en proie aux fantasmes pervers et macabres d'une jeunesse dorée répugnante de cynisme et prompte à réifier ses victimes. Mais, et là il y a des spoilers, d'arbres, mais aussi de Crash, alors faites attention. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous adapter à cette nouvelle donne. Mais donc, toutes deux, Malika, Janahan, s'en tirent plutôt bien, en fait. Parce que Malika trouve une échappatoire, même cynique, dans la télévision et ses opportunités d'évasion, même morbides. Parce que Janahan, qui vit assurément une expérience horrible et traumatisante, envisage assurément le pire et à bon droit, mais y coupe en fin de compte. Cependant, ce qui m'amène à envisager un aspect positif dans ces deux premiers titres, ce n'est pas tant à cette échelle intime qu'à une autre davantage macrocosmique. L'évasion de Malika sous la forme d'une touriste des catastrophes a sans doute quelque chose d'éthiquement douteux, mais laisse envisager une porte de sortie globale dans un virtuel trop bêtement dénigré par tant de pseudo-gourous réacs, quand il contient en lui une possibilité de libération compensant au moins la dépendance technologique qu'il nous faudrait dénoncer à les en croire pour le principe, parce que, et pouvons même aller au-delà.
tandis qu'en Inde, et contre les positions de principe, à Londres, de l'anti-archevêque menaçant Janahan, position que je serais assurément tenté de faire mienne, hein. Mais non, je ne dis pas ça pour la torture de la jeune journaliste. Donc ces positions voulant que les humains ne soient que des automates dans un monde qui n'a jamais eu de sens, les sages et les mystiques en Inde, les sages et les mystiques et donc les fous, les associés du soleil noir, évoquent quant à eux un monde que l'on peut lire, un monde qui n'a peut-être pas de sens fondamentalement, mais auquel il est toujours possible de donner un sens, Alice au pays des Védas. Et l'arbre qui génère et contient le monde, voyant défiler les soleils et en s'entretenant avec les charognards, exprime muettement mais non sans force de conviction que le Kali Yuga dans lequel souffre actuellement le monde, pour les hindouistes mais aussi pour les sikhs, ça tombe bien, ce dont les récits indiens d'arbres sont censés témoigner et sous cette désignation précisément, prendra un jour fin, autorisant un nouveau cycle qui comparativement et pour un temps au moins sera meilleur. La déesse dans ses aspects féminins essentiels, Shakti, comme un modèle de nos héroïnes Malika et Janahan, et peut-être faudrait-il alors les désigner elles en tant qu'avatar, promet certes la destruction, mais comme une fin temporaire, se dégage derrière un véritable sens à ses actions qui est celui de la transformation, et vers le meilleur. La fin de civilisation sur laquelle s'appuie la quatrième de couverture m'évoque donc plus une apocalypse au sens biblique qu'au sens science-fictif, disons. Et ce, malgré le Brahman en moto, Mat Ganesh. D'abord une révélation, ensuite un changement, et pour le mieux. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver cela extrêmement positif pour des récits d'horreur. Ça ne signifie pas que j'y crois, moi qui suis pour le moins pessimiste de nature, mais il n'en reste pas moins que cette dimension paradoxale me saute aux yeux. Alors il faut croire que je m'égare, hein, mais je veux bien qu'on m'explique. Ceci dit, même avec ces incertitudes quant au fond, le fait est que j'ai aimé lire Arbre, et sans doute en partie pour sa forme donc. Le style d'Exester est assez oral, il est aussi joueur, semé de ces petites choses qui peuvent énerver, name dropping, anglicisme du coup, concept pointu de la cosmogonie hindouiste en veux-tu en voilà, et des noms partout exotiques tant qu'à faire, et de l'italique souvent qui fait ressortir tout ça. Je comprendrais très bien qu'on n'adhère pas au procédé au point même où le style pourrait faire office de repoussoir. Mais pour ma part j'accroche vraiment. Et d'autant plus peut-être que, même si ça demeure une écriture assez visible, exubérante même, c'est tout de même avec davantage de retenue que dans l'explicite Tourville. Pour le coup, si le style est visible, il est beaucoup moins démonstratif, et c'est un atout essentiel, car du fait de cette essence d'oralité, la plume d'Exester brille avant tout par sa fluidité. Tout s'écoule, comme disait l'autre, et pour le coup, ça coule bien. Jusque dans une certaine versatilité, ou souplesse peut-être, qui colore le récit dans son ensemble et les récits internes qu'il contient, sans pour autant que l'on puisse y voir une rupture à dénoncer, un bris de cohérence. La langue n'est pas tout à fait la même, selon que c'est geeks qui s'adresse frontalement à nous, l'arbre à l'oiseau, Janahan à sa masseuse coréenne, la conne, le brahman au propriétaire remonté et soudain théologien du Derry Marigold Hostel, etc. La fluidité est toujours de la partie, et le liant est là, mais ces différences plus ou moins subtiles ne font que renforcer l'authenticité du propos, ou, en sens inverse, souligner que, de la part de geek au moins, de l'auteur éventuellement, cette authenticité s'accompagne de manipulations narratives. On peut ainsi passer du prosaïque et même du vulgaire, Janahan et ses bourreaux, à des choses plus éthérées, considération mystique de tel sage en quête de l'arbre, ou l'arbre tutoyant les oiseaux. Dans une séquence d'ouverture qui m'a fait très peur, j'ai vraiment du mal avec la narration à la deuxième personne, qui m'avait par exemple gâché pour partir à vivre de Romain Verger, mais qui s'avère assez vite aussi maîtrisée qu'à propos. Genre, on pourrait dire que c'est de la poésie, t'as vu. Une dernière fois, ça ne conviendra probablement pas à tout le monde, pour plein de très bonnes raisons. Moi, ça me convainc tout à fait. Encore que pas au point de hurler à la perfection, certainement pas. Je n'en ai pas fait de relevé, je serais bien incapable de citer maintenant un exemple, mais il y a à l'occasion quelques petites pétouilles, disons, où l'effet rate, ou du moins est amoindri, car disgracieux. Peut-être davantage une question de relecture que d'écriture, cela dit. Peut-être. Comme son prédécesseur Crash, Arbre, s'il n'a rien d'exceptionnel en tant que tel, est néanmoins un très court roman, bien conçu et efficace, porté par sa fluidité et la force de ses images. Bien sûr, le sentiment, voire la conviction d'être passé complètement à côté du fond est un peu problématique. À tout prendre objectivement, cela devrait sans doute prohiber de ma part l'expression de quelque jugement que ce soit. Seulement, même si je n'ai pas tout compris, voire si je n'ai rien compris, je sais avoir apprécié cette lecture.
C'est assez déconcertant, peut-être même un brin agaçant, mais ce sentiment demeure. Et je reste curieux de la suite de cet étrange projet. Le troisième tome, Invisible, est donc déjà paru, je vous tiens au courant, en espérant quand même y comprendre quelque chose. Hein?